réalisé. Merci à tous et à demain 9h. Nyan Gangok, bismillah, jaa ngeen jëf. Nous y sommes, mesdames, messieurs, bonjour. Rémi Ménage qui reçoit aujourd'hui Abdoulaziz Diop, ministre conseiller spécial du président de la République, membre du secrétariat exécutif du parti APR, parti au pouvoir. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien de votre invitation. Nous recevons également Ibabari Kamara, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci, professeur Ibabari, d'être venu. Mais c'est toujours un immense plaisir pour moi que d'être votre invité, surtout à Rémi Ménage. C'est toujours un plaisir, vous qui êtes une référence en fait dans le monde journalistique. Merci. Et je profite également pour saluer mon très cher ami Abdoulaziz Diop, pour qui ne le connaît pas. Au Sénégal, c'est une référence également. Absolument. Merci. Merci. L'actualité qui est marquée par la publication des rapports 2015, 2016 et 2017 de la Cour des comptes. Ibabari Kamara, beaucoup de dysfonctionnements ont été encore notés dans la gestion des affaires publiques. Quelle lecture en faites-vous ? En vérité, comme je dis, c'est toujours, il faut d'un tout pour faire un monde. N'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement une personne qui gère les affaires, c'est une en fait pluralité donc de personnes. Et en fait, la bonne foi à ce niveau-là, en fait, ne peut pas toujours être, ne pas être appréciée au même degré, n'est-ce pas? Maintenant, en fait, avec l'émulation, on se rendra compte de ceux-là qui méritent justement de gérer les affaires publiques et ceux qui ne le méritent pas. Donc là, il faudrait, dans toute situation, avoir donc des possibilités pour contrôler ceux qui gèrent en fait l'intérêt général, c'est-à-dire le service public. Et donc là, nous estimons que c'est malheureux. On aurait cru qu'avec tout ce temps-là, on aurait en fait affaire à de l'orthodoxie, mais malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas toujours ça. Oui, alors déjà que, monsieur le ministre, cette publication des rapports de la Cour des comptes a connu un grand retard. 2015, 2016, 2017, la Cour a évoqué des raisons internes. Et déjà, encore, ce sont les mêmes dysfonctionnements qui reviennent dans la gestion des deniers publics. Des directeurs, des ministres de votre camp ont été encore épinglés. Oui, Binta, bonjour professeur. Je vous remercie pour vos beaux mots que je vous retourne pour dire également tout ce que vous m'inspirez comme chercheur, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans une discipline très importante, le droit et la science politique. En réalité, l'objet de nos débats sont des débats soit de droit aujourd'hui ou de sciences politiques. La science politique éclairant le débat, je pense que nous aurons l'occasion d'approfondir tout cela. Ce que je dois dire, c'est que tout le monde se réjouit, d'abord, de la publication des rapports de la Cour des comptes. Je dirais quelques mots sur ce que vous appelez le retard dans la publication des rapports de la Cour des comptes. 2015 n'aura été publié qu'en 2020. 2016 et 2017, plutôt qu'à date due. J'y reviendrai très rapidement. Mais pourquoi tout le monde se réjouit de la publication des rapports de la Cour des comptes? Parce que c'est un coup de projecteur sur les comptes publics. La Cour des comptes ayant vocation à faire en sorte que les deniers de l'État que la disposition des ressources publiques soit une bonne disposition. Faute de quoi, le pays aura du mal à faire face à ses obligations en matière de développement économique et social vis-à-vis des populations, la plupart du temps éprouvées dans plusieurs domaines de la vie. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'intérêt que suscitent les rapports de la Cour des comptes, l'actuel régime y est pour beaucoup. Parce qu'il faut rappeler, et je le fais sous le contrôle du professeur de droit, la loi organique numéro 2012, 23 du 27 décembre 2012, a abrogé et remplacé la loi organique numéro 90-70 du 7 février 1999 sur la Cour des comptes. Fondamentalement,
cette nouvelle loi organique sur la Cour des comptes a permis à la Chambre de discipline financière d'être une chambre permanente. La loi organique consacre la Chambre de discipline financière comme chambre permanente. Ce n'était pas le cas en vertu de la loi de février 1999. Un premier point. Un second point, au crédit du régime actuel concernant la Cour des comptes, à l'instar de la Cour suprême, la Cour des comptes bénéficie, en vertu de cette nouvelle loi organique de 2012, d'une autonomie financière. Autrement dit, sous le président Macky Sall, la Cour des comptes a davantage les coudées franches, ce qui lui permet de publier ses rapports, de les rendre publics sans aucune complaisance, en toute liberté. Donc, l'actuel régime a contribué à ce que la Cour des comptes soit beaucoup plus à l'aise du point de vue financier et a, dans la foulée, rendu permanente la Chambre de discipline financière, dont on parle très peu et qui pourtant publie, à chaque fois que cela est nécessaire, ses arrêts dans le journal officiel de la République du Sénégal et donne ses arrêts au nom du peuple sénégalais. Donc l'actuel régime y est pour beaucoup. Maintenant, pour ce qui est du retard dont vous avez parlé, et je pense que nous y reviendrons plus en profondeur. Il y a un ministre de la République, ancien directeur par exemple du Centre des œuvres universitaires de Dakar, aujourd'hui qui fait la sellette, qui fait la manchette des journaux. Un livre est paru sur sa gestion, le fameux dossier du coude, et puis il s'explique. Vous voyez, il va s'expliquer avec l'auteur. Vous savez, nous sommes en démocratie. Dès lors qu'un ouvrage sort et que des personnes sont citées, ces personnes sont obligées de s'expliquer avec l'auteur de l'ouvrage, de s'expliquer en droit, de s'expliquer en morale, de s'expliquer en tout ce que vous voulez. Mais puisque vous parlez des comptes, des rapports de la Cour des comptes, le rapport 2015, 2016, 2017, ce n'est qu'en 2020 que le rapport 2015 est rendu public. Et dans ce rapport 2015, la Cour des comptes dit que sur 21 directives de la présidence de la République, du président de la République, faites au directeur des coudes de l'époque, Cheikh Oumar Anne, il n'y en a que 6 qui n'ont pas fait l'objet d'une exécution, des directives émanant du chef de l'État. Alors, dans le même rapport de 2015, où cela est dit, il est publié dans le même rapport la réponse, voyez, à cette incrimination de la Cour des comptes à l'ancien directeur de tout qui se trouve être aujourd'hui le ministre de l'enseignement supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses se passent dans les règles de l'art. Que non seulement l'actuel régime, sous l'impulsion du président Macky Sall, donne les coudées franches à la Cour des comptes, mais le retard dans la publication de ces rapports cause un certain préjudice à quelqu'un qui a géré des deniers de l'État, qui se trouve être l'ancien directeur du coude des œuvres universitaires de Dakar, et qui répond point par point aux incriminations dans le rapport de 2015 de la Cour des comptes. Mais il faut que cela également soit porté à la connaissance du public pour que ce public-là puisse, le moment venu, exercer sa souveraineté en connaissance de cause. Ce n'est malheureusement toujours pas le cas au Sénégal. La rumeur et les supputations vont bon train. En tout cas, c'est ce même cher Oumar Anne qui a été épinglé par l'OFNAC sous Nafingom Keïta. On a vu ce qui s'est passé après. Je ne vais pas me focaliser sur cher Oumar Anne, mais les gens se demandent à quoi servent ces rapports des cours de contrôle de l'État si à l'arrivée, il n'y a aucune sanction disciplinaire. Mais en vérité, c'est ça. En fait, et même juridique. C'est ça la grosse question. Mais en fait, comme dit Abdoul Aziz Diop, moi, je ne comprends pas trop. Dès lors que, en fait, une personne a été épinglée, mais en fait, la Cour, donc les membres de la Cour de compte ne sont pas n'importe qui. Ce sont des gens qui sont, en fait, des professionnels invétérés. Et là, de ce point de vue-là, ils font correctement donc leur boulot. Donc là, lorsqu'ils émettent, en fait, un avis, ou alors lorsqu'ils prennent donc une décision, donc là, en fait, il n'y a même pas, en fait, matière à vouloir critiquer ou bien à vouloir tout rejeter. Parce qu'en vérité,
Ils ne sont pas n'importe qui, ce sont des magistrats. C'est ça le problème. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu un rapport, un retard par rapport à la publication donc, de ces rapports-là, mais bien avant, comme vous le dites si bien, mais il y avait également donc, des rapports OFNAC. Et donc, pour toutes ces questions-là, il y a en fait manifestement de quoi émettre des doutes par rapport en fait, à la personne en fait, à le mettre un tout petit peu de côté en attendant d'y voir plus clair. Mais lorsque donc du directeur de coude, en fait, on le met. Mais parce que là, il faudrait également, savoir que les Sénégalais ont besoin de quoi? En fait, ont besoin d'être rassurés. Et de ce point de vue, en fait, on ne dit pas que c'est exactement ça ou bien ce n'est pas ça, mais au moins, pour quelqu'un en fait, qui a le statut de ministre, il faudrait que qu'il soit ce quelqu'un-là véritablement nickel. Mais lorsque en fait, on traîne donc des casseroles, on ne sait pas si c'est avéré. Mais non, quand même, dans un premier temps, le président devrait pouvoir en fait. Le président l'avait même blanchi le 31 décembre lors de son discours. C'est ça le problème. C'est que, vous savez, dès lors qu'on a des organes de contrôle, il faut également qu'on respecte leur travail. C'est ça le problème. Maintenant, il y a des voies indiquées pour contester justement les décisions qui ont été adoptées aussi bien par l'OFNAC que pour donc la Cour des comptes. Maintenant, il faudrait simplement emprunter ça. Il ne s'agit pas de venir en fait au niveau de la presse pour en fait pour vouloir se blanchir. En vérité, ce n'est pas de la politique, mais là, c'est la gestion donc des affaires publiques. Donc là, dès lors qu'on estime que en fait, votre gestion-là est un tout petit peu nébuleuse, en fait, vous auriez pu, etc. Mais là, il faudrait, si vous voulez contester, vous avez toujours eu donc les possibilités pour le faire. Oui. C'est ça. Alors, est-ce que ça ne fait pas trop désordre, Monsieur le ministre Abdou-Aziz Diop, que les Sénégalais entendent tous les jours que les deniers publics sont mal gérés par certains et qu'à l'arrivée, qu'on puisse le lendemain augmenter les prix? On a vu ce qui s'est passé avec le riz, avec le carburant, avec l'électricité et tout ce qui s'ensuit. Ça ne fait pas trop désordre? Oui. Avant de parler du désordre, entre guillemets, dont vous parlez, il faut que, également, la presse, quand la presse s'intéresse au rapport de la Cour des comptes, il faut également que la presse s'intéresse aux arrêts de la Chambre de discipline financière de la Cour des comptes. Laquelle Chambre de discipline financière de la Cour des comptes rend ces arrêts au nom du peuple sénégalais et les rend publics également au journal officiel de la République du Sénégal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la presse doit s'intéresser à ces arrêts. Doit s'intéresser à ces arrêts et doit également donc s'intéresser au contenu régulièrement au contenu du journal officiel, mais pour tâter le pouls du pays, savoir comment le pays marche. Est-ce que les choses vont dans le bon sens ou ne vont pas dans le bon sens, plutôt que d'attendre la publication des rapports de la Cour des comptes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, la presse attend que la Cour des comptes fasse son travail et pour maintenant gloser sur le rapport de la Cour des comptes. Mais tant que vous ne vous intéressez pas, vous, médias, aux arrêts de la Cour des comptes, rendus au nom du peuple sénégalais et publiés dans le journal officiel, il y a, par exemple, dans le rapport de 1999-2000, les arrêts de la Chambre de discipline financière avaient été publiés dans le rapport annuel. Maintenant, c'est dans le journal officiel que ça s'est publié. Donc, il faut que vous vous intéressiez à tout cela pour en avoir le cœur net. Et permettre ainsi... Nous nous intéressons à cette publication des rapports et permettre qui ainsi, ont accusé beaucoup de retard. Et permettre ainsi... Oui. J'ai parlé du retard. Oui. Le retard dans la publication des rapports de la Cour des comptes peut porter préjudice aux personnes citées dans les rapports de la Cour des comptes. Une personne qui a répondu aux incriminations sur les directives présidentielles concernant la manière dont est géré le centre des œuvres universitaires de Dakar, le rapport de 2015 ne sort qu'en 2020. Pendant tout ce temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Des supputations ont porté préjudice à l'image d'un individu sans qu'il ne puisse dire « pourtant, j'ai répondu à tout ce que l'on me reproche ». Fondamentalement, mais de façon plus globale, la gestion même de nos deniers par ceux qui sont de votre camp est souvent décriée par les corps de contrôle de l'État et à l'arrivée, il n'y a aucun résultat. Mais s'il y a des résultats, c'est pourquoi je vous dis que vous ne pouvez en parler de cette manière
et tranchez le débat de cette manière tant que vous ne vous intéressez pas à la manière dont fonctionne la Cour des comptes et aux arrêts qu'elle rend plutôt au nom du peuple sénégalais et qui sont rendus publics dans le journal officiel de la République du Sénégal. Je pense que vous ne pouvez pas faire l'économie de ce travail d'investigation journalistique pour que l'information que vous donnez aux Sénégalaises et aux Sénégalais leur permette en définitive d'exercer leur souveraineté en connaissance de cause. Nous n'avons pas fait du bidonnage, nous nous sommes basés sur les rapports de l'OFNAC, nous sommes basés sur les rapports des corps de contrôle de l'État. Maintenant, cela dit, il y a effectivement un journaliste qui a eu affaire, donc... Cela dit, c'est le problème. Cela dit... Et déjà, il y a une plainte qui plane. Maintenant, cela dit, ce que je vous concède, c'est ceci. Ce que je concède à ceux qui font ce genre de reproches au corps, à ceux qui, comment on appelle ça, sont appelés à respecter scrupuleusement les recommandations de la Cour des comptes, c'est que si la Cour des comptes, qui a les coudées franches en vertu de la nouvelle loi organique, fait ses rapports et au détour de ces rapports fait des recommandations, si ces recommandations ne sont pas appliquées, ce qui va se passer, c'est que tôt ou tard, ceux qui sont appelés à respecter ces recommandations paieront un coût politique parfois exorbitant. Oui. Alors, l'autre actualité a trait à la publication de notre rapport de Transparency International sur l'indice de corruption. Le Sénégal est toujours, depuis 3 ans, à la 45e place, ce qui veut dire peut-être, Iba Barry, que le Sénégal est toujours dans la zone rouge, un pays corrompu et de corrupteurs. Mais ça, il faut le constater pour le regretter. Et c'est effectivement le cas. C'est qu'en vérité, c'est comme si, en fait, toute notre vie quotidienne est fondée sur la corruption. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en vérité, le Sénégal s'est doté de tous les instruments pour pouvoir combattre cette corruption. Et je rappelle que parce que là, il y a la corruption et comment dire, infraction assimilée. Voyez-vous, mais depuis 2001, le Sénégal, en fait, a confectionné donc de beaux instruments pour lutter contre ça. Mais malgré tout, on se rend compte qu'in fine, le résultat n'est pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, nous avons des organes de contrôle, de veille qui peuvent sanctionner ou bien qui veulent faire des investigations. Mais là, le rapport, je cite l'OFNAC, mais en fait, on se rend compte que l'OFNAC a épinglé beaucoup de personnes, mais on se rend compte que, mais in fine, en fait, il n'y a aucun résultat de ce point de vue. Et comme vous dites, la corruption est là bien présente. La corruption, le blanchiment également, et également le faux monnayage. Oui. Et c'est en fait notre économie est fondée donc sur ça. Et là, il faudrait encore et encore. C'est vrai que l'État fait des efforts, mais je considère que c'est encore très insuffisant parce qu'il faudrait combattre cette corruption-là avec tous les moyens donc du bord. Et également, il y a certains qui disent que pour la CRI, en fait, par rapport au enrichissement illicite, tout ça, mais moi je considère qu'il faudrait réactiver et renforcer les prérogatives donc d'une telle CRI, mais également pour les rapports OFNAC, pour les dossiers qui ont été déposés au niveau donc du procureur, il faut que le procureur soit beaucoup... Absolument. Mais c'est le problème. Oui. Mais tant qu'on ne sanctionne pas, mais les gens se croiront toujours être protégés par ceux qui sont en haut. Oui. Et ce n'est pas normal. Dès lors que, parce que c'est l'occasion qui fait le larron. Dès lors qu'on sait qu'en faisant une infraction, en fait, on n'encourt aucune sanction, mais il n'y a pas de souci. On s'en donne à cœur de joie. Maintenant, il faudrait mettre fin à tout ça. Oui. C'est pas ça. On avait même entendu lors de la publication de ce rapport de Transparency International, son coordonnateur Birahim Seck, monsieur le ministre Abdou Aziz Diop, réclamait quand même la poursuite ou donc l'ouverture encore du dossier des 25 autres personnalités qui ont été épinglées par la CRI et sur la 45e place qu'occupe toujours le pays. Oui, je vais nuancer les propos du professeur Camara. Vous savez, quand parlons de corruption, puisque c'est le sujet, ce qu'on ne fait pas souvent, c'est on ne renseigne pas suffisamment les dossiers que l'on agite, y compris dans les médias.
et je vais en administrer la preuve. Nous sommes le Sénégal et nous appartenons à une zone économique et monétaire qui s'appelle l'UEMOA. 8 pays. Oui. Le Sénégal étant l'un des pays de la zone UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine. Dans cette zone-là de 8 pays, nous partageons les mêmes critères de convergence. Nous sommes soumis aux mêmes critères de convergence macroéconomique. On peut donc, à partir de cet instant, dès lors qu'on parle de perception de la corruption, dire comment se situe le Sénégal par rapport aux 7 autres pays de sa zone économique et monétaire, zone dans laquelle le Sénégal partage les mêmes critères de convergence économique. Il est établi que lorsqu'on compare le Sénégal avec les 7 autres pays, en commençant par la locomotive économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est la Côte d'Ivoire, le Sénégal est le meilleur élève de la classe de 8 élèves au sein de sa zone économique et monétaire ouest-africaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en définitive, il est beaucoup plus sûr d'investir au Sénégal que d'investir dans les 7 autres pays partenaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et ça, c'est une source indépendante qui regarde également, qui s'inspire, qui exploite également l'indice de perception de la corruption de Transparency International et qui est un institut indépendant créé depuis 1973, qui est américaine et qui travaille avec le Wall Street Journal pour donner cette perception qui montre que le Sénégal est meilleur élève dans la zone à laquelle il appartient, dans laquelle il partage les mêmes critères de convergence. Le pays que je vais prendre, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire pour montrer comment le Sénégal fait mieux que la Côte d'Ivoire en matière de perception de la corruption, mais fait mieux également que le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ça veut dire quoi? La source, elle est indépendante. Il s'agit de Heritage Foundation, qui est un institut américain qui s'intéresse à ces questions-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa zone économique et monétaire, la zone l'UEMOA, le Sénégal n'a pas de complexe dès lors qu'on parle de corruption et qu'on veut mener une lutte contre le fléau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème. Ça veut dire tout simplement que le problème est quand même pris à bras-le-corps. Et lorsque vous suivez la courbe d'évolution de l'indice de perception de la corruption dans la zone UEMOA, à partir de 2012, on se rend compte que la courbe est plutôt ascendante et que donc des efforts sont faits. Tout n'est pas réglé, le problème demeure, le fléau demeure, mais quand on compare le Sénégal avec ses partenaires de la zone économique et monétaire ouest-africaine à laquelle il appartient, il ne fait aucun doute que nous n'aurons aucun complexe à en parler et à conjointement avec nos partenaires lutter contre la corruption. Le problème maintenant qu'il y a, c'est que lorsque vous publiez un papier de cette nature, vous l'envoyez à la presse, avec cette courbe, nos journalistes, nos rédactions ne publient pas des articles avec des courbes. Peut-être que c'est fastidieux à publier, mais c'est bon à publier si l'on veut informer les Sénégalais correctement, juste et vrai, et leur permettre, le moment venu, d'exercer en toute souveraineté, en connaissance de cause, leur souveraineté. Oui, mais les Sénégalais ont compris que le Sénégal est toujours à la 45e place dans la zone rouge, que si les investisseurs entendent qu'un pays est toujours resté, n'avance pas, n'a pas la moyenne en matière de corruption, quand même, ça fait quand même fuir. Mais en vérité, c'est ça le problème. C'est vrai que lorsque j'entends le ministre parler de... Non, mais c'est comme si, en fait, il y avait des circonstances atténuantes par rapport au Sénégal. Non, mais attendez, parce que là, il ne s'agit même pas de se référer à ces courbes-là. Oui. Ce que nous vivons ici, là, mais c'est dramatique. Au Sénégal, en fait, à tous les échelons, mais on constate ça, en fait, c'est du vécu. Maintenant, en fait, les analyses ou bien, les résultats donc, de cette étude-là, en réalité, ne viennent que conforter ce que nous savions déjà. C'est-à-dire que c'est à l'interne, mon cher ami, qu'on doit pouvoir se battre et renforcer donc les moyens pour combattre la corruption et délits assimilés. Moi, c'est simplement ça. Parce qu'en fait, nous sommes à un niveau où... Mais si, en fait, s'il n'y a pas de corruption, de corrompus, de corrupteurs, mais c'est comme si les choses ne marchent pas. Oui. Et ça, c'est pas normal. C'est pourquoi moi, considère, il faudrait simplement renforcer les moyens parce que nous sommes suffisamment
outillés. Nous avons théoriquement, je dis bien, les moyens pour combattre donc la corruption et les enrichements illicites. Donc il faudrait en fait simplement... Une volonté politique. Mais c'est pas ça. Et ne vouloir protéger personne, parce qu'au début, le président le disait bien. Oui. Il dit qu'en fait, gestion sobre et vertueuse. Dès lors que la vous treillis êtes... pour les autres, mais l'OCNA pour nous. Mais oui. Mais donc là, il faudrait toujours retourner à l'orthodoxie, c'est-à-dire au départ, ce qu'il faisait. Et là, il plaisait à tout le monde. Parce qu'on disait que oui, c'est cet homme-là qu'il nous fallait. Mais aujourd'hui, en fait, on voit qu'on trouve toujours des justifications pour en fait sortir quelques-uns donc d'une mauvaise passe. Non. Moi, je considère simplement que nous sommes tous des Sénégalais. Et lorsque vous avez la chance de travailler en fait pour l'intérêt général, il faut au moins, comment dire, un certain nombre donc de conditions de probité, en fait, comment dire, intellectuelle et également morale. Ça, c'est important. Mais lorsqu'on constate que ici au Sénégal, c'est quoi, hein? C'est la corruption, c'est l'enrichissement illicite et les pauvres. L'impunité. Oui. Mais c'est ça le problème. Oui. Les pauvres deviennent plus pauvres. Hein? Et les riches deviennent plus riches. Oui. Non, c'est que nous, moi je ne m'intéresse pas aux autres, mais je parle de mon Sénégal à moi. Un petit pays. Vous avez voulu nous comparer en fait à la Côte d'Ivoire. Mais imaginez comparer le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la même chose. Ici, on a des valeurs qui nous permettent de ne pas justement être dans ces carcans-là. Mais il faudrait simplement... Je me refuse dans mon raisonnement. Là où je suis en désaccord avec vous, c'est que moi, je me refuse dans un raisonnement d'idée générale. Vous dites d'une manière générale, vous parlez d'une manière générale de la corruption. Vous faites une sentence. Nous sommes un pays corrompu. Passons à autre chose. Les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Lorsque vous avez une locomotive d'une zone économique et monétaire qui est l'UEMOA et qui s'appelle la Côte d'Ivoire, pays beaucoup plus riche que nous, il se trouve que nous sommes beaucoup plus fréquentables pour les investisseurs que tous les autres partenaires de la zone UEMOA. C'est important. Cette information-là doit être portée à la connaissance des Sénégalais parce que des instituts indépendants s'y intéressent. Et fait tilde lorsqu'il s'agit de dire « je me rends en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'il est préférable d'aller investir si je scrute l'indice de perception de la corruption. Il est plus sûr d'investir au Sénégal qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de corruption au Sénégal, mais ce qui est constant et qui peut être constaté de manière irréfutable, c'est que depuis l'avènement du président Macky Sall, cette gestion sobre et vertueuse se traduit dans la zone UEMOA par un classement de premier de la classe. Mais justement, Monsieur le ministre, est-ce que les promesses faites par le président de la République à l'endroit des Sénégalais, la gestion sobre et vertueuse, le pays ou bien la patrie avant le parti ne sont pas en train de fondre comme beurre au soleil au vu de ce qui se passe dans ce pays? Tous les fronts ont été ouverts, tout est en ébullition, les fronts sociaux, l'éducation, la santé, tout le monde est sur un pied de grève. Tout le monde est sur un pied de grève, mais les protestations, la plupart du temps, portent sur le nerf de la guerre, l'argent. Oui. L'argent est au cœur de tout cela. Absolument. Évidemment, il ne fait aucun doute que, quelle que soit la corporation, qu'elle soit une corporation de santé, de journalistes, de tout ce que vous voulez, de l'enseignement, parce qu'un pays fait de la croissance, ça veut dire que son économie se porte de mieux en mieux. Les revendications corporatistes iront crescendo. C'est comme ça que ça se passe. Lorsqu'une économie se porte bien, elle a tendance à se porter de mieux en mieux. Et les concitoyens ont tendance à être de plus en plus exigeants. Cela ne veut pas dire que la bourse de l'État, le budget de l'État, est un budget qui permet tout à tout moment. Je donne un exemple très concret, puisque vous en parliez il y a un instant. On annonçait qu'il s'agit ils sont invités à grand jury Nyolank. En fait, Nyolank dit Nyolank, c'est-à-dire nous refusons le programme d'investissement 2020-2022 de la Société nationale d'électricité en 4 points. Premier point, pour un programme d'investissement évalué à 1 493 milliards entre 2020 et 2022, il faut faire face à cette enveloppe-là par la hausse
du coût de l'électricité ne concernant que 46% des consommateurs. Les 54% bénéficient toujours de la subvention de l'État. Deuxième point, les centrales vont passer de centrales au fioul à des centrales au gaz, permettant d'économiser 40% des coûts de production. Lesquels 40% économisés du fait du passage des centrales à fioul aux centrales à gaz vont être répercutés aux consommateurs qui, dès 2023, va sentir la baisse du coût de l'électricité. Et l'électrification rurale, qu'est-ce qu'on en fait? On ne va pas électrifier le territoire. Les Sénégalais qui vivent en campagne n'ont pas droit à la lumière. Si, ils ont droit à la lumière. Et pour y arriver, on permet à Acer maintenant de récolter ce qu'on appelle la redevance d'électrification, qui est évaluée entre 1,2 et 2,5 milliards par an. Voilà le plan de la Sénélec. Dire nos langues, ça ne suffit pas. Il faut donner un programme alternatif aux 4 points que la Sénélec édicte sous l'impulsion, sous l'aval, la caution de la Commission nationale de régulation du secteur de l'électricité. Rien ne peut se faire en matière de tarifs, en matière de prix pour le consommateur tant que la Commission nationale de régulation du secteur de l'électricité ne donne pas son aval. Et cette Commission nationale de régulation de l'électricité est composée de membres indépendants sur lesquels il n'est pas possible d'exercer la moindre pression. Dire que je suis en désaccord à ça, ma langue, c'est également dire, si on le veut bien, qu'est-ce qu'on propose à la place. En Bien, tout cas, maintenant, par rapport à ça, ils l'ont bien précisé. Hein. Ils ont dit qu'en réalité, en fait, on a constaté certaines dépenses, en fait, qui ne se justifiaient pas. Les dépenses de prestige. C'est ça. Et puis, parce que pourquoi vouloir toujours taper sur le consommateur? Mais nos langues, c'est ce qu'ils disent. Oui. Mais il y a bien d'autres moyens, d'autres procédés pour aboutir à ce résultat dont vous parlez tout à l'heure, monsieur le ministre. Monsieur professeur, oui. Vous savez que la redevance d'électrification, qui est évaluée entre 1,2 et 2,5 milliards versés à l'ASER pour l'électrification rurale, n'a pas été empochée par l'État depuis 2006. Mais quand même, en fait, ce sont les consommateurs en fait, qui doivent payer. C'est ça le problème. Mais c'est ce que, alors que l'État doit de l'argent à la Sénélec. Quel est le pays? Je pose une question très simple. Non, mon cher. Je pose une question très simple. Oui, je pose une question très simple. Oui. Quel est le pays au monde où l'on ne demande jamais des efforts aux citoyens lorsqu'on peut faire face aux besoins? Mais lorsqu'il y a d'autres possibilités. Mais non, il faut. Mais les possibilités, il faut les dire. Mais mon cher, il faut les dire. Quel est le programme alternatif? Monsieur le ministre, laissez-le développer. Encore faudrait-il savoir une chose. C'est qu'on a constaté depuis le premier mandat du président. Oui. Hein, il a né à son deuxième mandat, le deuxième et dernier mandat. Maintenant, en fait, on a vu qu'il a fait beaucoup d'investissements. Mais non, c'est vrai. Mais est-ce que c'était opportun? Non prioritaire. C'est ça le problème. Parce que la question, ce n'est pas que ce n'est pas, en fait, ce n'est pas bon, mais c'est la pertinence. Absolument. Lorsqu'il y a d'autres urgences, aujourd'hui, le peuple a faim. Oui. Mais est-ce qu'il ne fallait pas, d'abord, par rapport, en fait, du point de vue social, s'intéresser justement au bien-être donc, des populations? C'est vrai qu'il y a les bourses sociales, tout ça dont on parle, mais in fine, tout ce qu'on gagne, en fait, tout ce qu'on donne au peuple donc d'une main, on dirait ça donc de l'autre. Pas du tout. Mais nous disons simplement que par rapport à l'électricité, parce qu'avant on parlait simplement que de l'électricité, mais aujourd'hui, ce sont les denrées alimentaires, mais tout flambe au Sénégal. Madame vient de me dire tout à l'heure, mais est-ce que vous savez ce que vous me donniez là pour la dépense quotidienne là, il faudrait augmenter? Parce que maintenant, le riz a augmenté. En fait, l'huile. Mais non, mais mon cher ami, mais Abdelaziz. Il faut que le ministre aille faire le marché. Non, c'est ça le problème, parce que nous, on est là, vous êtes les gouvernants. Oui. Vous êtes là pour le peuple, mais vous devez voir, en fait, dans quelle mesure vous pouvez, en fait, comment dire, permettre au peuple là de vivre dans de très bonnes conditions des pour nous abaisser. Mais au lieu, toujours, mais se réveiller le matin, avoir la dépense quotidienne, mais c'est une difficulté. Non, vous voyez, ça, ce ne sont pas des questions de chiffres, etc. L'État devrait,
en fait réfléchir en fonction du bien-être du peuple. C'est simplement ça. Tout ce qui est dépense de prestige, c'est vrai que tout ce que donc le régime en place a eu à faire, non, on applaudit des deux mains. Mais il y avait d'autres priorités, il y avait d'autres urgences. Oui. C'est ce que nous disons. C'est que parfois, il y a des poches, on supprime en fait la rationalisation donc des dépenses publiques. Absolument. C'est simplement ça. Lorsqu'on fait ça, mais c'est sûr qu'il faudrait toujours mettre en avant l'intérêt du peuple. Tout à fait. C'est simplement ça. Mais vous dites, ce que je reproche à votre mode de raisonnement, c'est que vous êtes dans les idées générales. Vous parlez d'une manière, vous faites... Moi, je suis du peuple. Hein. Oui. Je suis du peuple. Un instant. Oui. Oui. Moi, je ne serai pas, donc, je ne serai peut-être pas du peuple, si vous voulez. Mais j'attire votre attention sur le fait que des sentences générales qui ne s'appuient pas sur du concret, sur des chiffres palpables, ça pose problème. Je veux simplement dire, vous disiez il y a un instant que tout ce qui est réalisé par le régime du président Macky Sall, c'est bien, mais on aurait pu. Oui. On aurait pu a déjà un contenu. Vous avez parlé des bourses de sécurité familiale. Il faut s'arrêter un instant là-dessus. Oui. 300 milliards. 30 milliards plutôt tirés du budget de l'État pour faire face... Également, et le terre et autres là, tout ça. Un instant. Mhm. Il faut en parler. Il faut parler de la politique de protection sociale universelle du président Macky Sall et faire le bilan de cette politique de protection sociale universelle. Vous savez, l'indice de développement humain a fait couler beaucoup d'encre et pourtant, la courbe est ascendante depuis 2012 sans aucun doute. Source indépendante. Je ne parle pas de source du Sénégal, mais source indépendante. Simplement parce qu'on n'a pas fini au Sénégal de faire le point sur l'impact réel du programme d'urgence de développement communautaire, de la protection sociale universelle, de la bourse de sécurité familiale et tous les autres filets sociaux qui sont aujourd'hui, qui correspondent aujourd'hui à l'effort social du président Macky Sall et de son gouvernement. Tant qu'on n'aura pas fait le point de tout cela, il sera difficile de manière péremptoire. Et pourtant, en attendant, je termine le peuple souffre. par un couperet de dire que la pauvreté augmente. Elle baisse au contraire. Et elle baissera, d'autant plus que vous serez capable, vous, professeur Camara, de mettre le doigt sur le bilan et l'impact réel de tous les programmes sociaux depuis 2012. Donc, Et moi aussi, le conseil que je vais vous donner, puisque depuis ce matin, vous donnez des conseils aux journalistes, c'est d'aller au contact des populations et d'aller faire le marché. Je suis en permanence au contact des populations. Monsieur le ministre, pour voir ce qui se passe. Je suis en permanence au contact des populations. Oui. Je suis issu d'une famille pauvre. Je sais ce que cela veut dire. Et je continue à savoir ce que cela signifie. Je suis un homme politique. Je suis en permanence en contact avec les populations. Je viens à votre émission en rentrant de champs religieux, lequel contact me permet en permanence d'avoir le pouls du Sénégal et d'aviser. Abdoulaziz Diop, ministre conseiller spécial du président de la République, membre du secrétariat exécutif du parti APR, également Iba Barry Camara dans Remue-Ménage, enseignant, chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors quand ça va mal et que les gens veulent le traduire en manifestation dans la rue, l'autorité aussi dit non. C'est ça le problème. Les libertés publiques. La moindre des choses, lorsque vous, en fait, vos mandants, en fait, veulent vous communiquer un message, vous ne leur permettez pas de le faire que par, en fait, une certaine voix. Mais il faut leur permettre de le faire. Vous savez, même si on égorge, en fait, un mouton, le mouton a besoin, donc, justement, en fait, de faire du wekatou. Mais c'est vrai. Maintenant, le peuple, en fait, on dit que le peuple est fatigué. Maintenant, peut-être qu'ils n'ont pas compris. Mais qu'est-ce qui doit leur faire comprendre? C'est vous. Mais lorsque eux, ils estiment, parce que c'est eux qui ressentissent, en fait, qui ressentent justement leurs problèmes. Maintenant, en fait, on lui dit, vous n'avez pas la possibilité, en fait, de manifester votre courroux par rapport à une situation déterminée. Moi, je dis simplement, le fait de manifester, ce n'est pas en soi un acte non pacifique. Au contraire, le fait de dire, Monsieur le Président, là on voudrait que... Mais il faudrait s'ouvrir, en fait,
au peuple ou bien ceux qui incarnent le peuple. Il faut les écouter. Le problème, c'est pas de vouloir toujours, en fait, réprimer les manifestations. Non. Ils veulent manifester. OK, on a suffisamment donc de force de l'ordre pour le faire. Maintenant, il faut les écouter, ou alors même avant même la manifestation. Mais il y a des leaders. Il faut les recevoir, les écouter et discuter avec eux. En fait, on peut avoir un meilleur moyen pour apaiser le climat social. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais à tous les fronts, il y a des problèmes. Hein? Et donc là, il faudrait que l'on permette aux gens, hein, qui sont fatigués. D'extérioriser. Mais oui, parce que c'est ce qu'on appelle la soupape de sécurité. Le fait de permettre à la personne de dire non, ou bien de crier, d'abord là, ça peut permettre, en fait, oui. Mais ne pas vouloir en fait, permettre à la personne donc, de s'exprimer, mais là également... En tout cas, Guy Marius Sagna a voulu le faire, tout simplement, c'est la prison. Les libertés souffrent terriblement. Je vais dire la même chose que le professeur Camara. Je suis parfaitement en phase avec vous. Quand les hommes et les femmes, jeunes ou moins jeunes, veulent manifester dans une démocratie comme la nôtre, ils doivent avoir la possibilité de le faire. Il n'est pas normal qu'il y ait des hommes et des femmes au pouvoir qui aient peur de la manifestation. Que les gens manifestent. La marche pacifique, elle est constitutionnelle. Oui. L'expression de son mécontentement par la marche pacifique, par l'écrit, l'image et la parole est constitutionnelle. Il faut respecter l'esprit et la lettre de la Constitution en matière de liberté publique, de libertés individuelles. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'irai plus loin en disant que lorsque le débat n'est pas possible sur l'audiovisuel public, il n'est possible que sur l'audiovisuel privé, le débat contradictoire auquel doivent être conviés les ténors de l'opposition. Évidemment, l'expression se fait dans la rue. Ou vous ouvrez le débat, il est contradictoire, tout le monde a voix au chapitre dans le débat public. À partir de cet instant-là, il y a moins de besoin d'aller dans la rue et de manifester. Cela dit, je ne peux pas m'empêcher de dire mon expérience en matière de manifestation. Parce que tout le monde sait que j'ai beaucoup manifesté dans ce pays entre 2000 et 2012, 12 ans de manifestation. Mais je n'ai jamais participé à une manifestation interdite. Dès que la manifestation est interdite, je rentre chez moi. Je ne participe pas à une manifestation interdite parce que je prête le flanc. Et je me refuse de prêter le flanc. Il y a autre chose que je ne faisais jamais aussi. Une manifestation, normalement, ne doit pas être interdite. Je termine. Ça veut dire que l'introduction ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Je viens de dire que je m'oppose à toute interdiction d'une marche parce que je ne peux pas, moi, Abdul Aziz Diop, avoir peur, dans une démocratie comme la nôtre, à la manifestation. Parce qu'aucun régime démocratique n'a été renversé par une manifestation encadrée par la police. Ça n'existe pas. Pourquoi en avoir peur? On en a davantage peur qu'on ne permet pas au débat d'éclore et d'exploser, y compris sur l'audiovisuel public. Il n'est pas normal que l'on ferme la RTS aux ténors de l'opposition. Donc, ouvrons le débat. Dès qu'il est contradictoire, il est sûr qu'on va manifester de moins en moins. Mais, je continue et je termine par cela, je ne peux pas ne pas vouloir faire profiter de ma propre expérience à celles et ceux qui manifestent aujourd'hui. L'itinéraire importe peu. Lorsque la marche est interdite, ne manifestez pas parce que vous prêtez le flanc. Pourquoi l'itinéraire importe peu? Si vous avez un message qui accroche, des éclairages capables de sédimenter dans la tête des gens, vous finirez par avoir leur adhésion. C'est parce qu'on préfère le raccourci, on veut le résultat immédiat. En démocratie, il n'y a pas de résultat immédiat. Pour l'opposition, il faut inscrire la manifestation, la protestation dans le temps. C'est parce qu'on l'inscrit dans le temps et parce qu'on lui donne un véritable contenu intellectuel. Il y a quelque chose qui échappe à celles et ceux qui manifestent aujourd'hui. Et qui a beaucoup échappé d'ailleurs à celles et ceux qui ont manifesté avant. Je disais il y a un instant que personne n'a manifesté plus que moi entre 2000 et 2012, y compris, mais moi, mes manifestations entre 2000 et 2012 avaient un soubassement. Le soubassement était toujours intellectuel. Je préfère l'analyse aux commentaires. Je faisais des propositions alternatives à ce qui se faisait. Pendant 12 ans, ces éclairages que je faisais avec d'autres ont sédimenté dans la tête des Sénégalais et des Sénégalais et nous avons eu leur adhésion. Le résultat, c'est que le 25 mars 2012, le régime le plus odieux que le Sénégal n'ait jamais connu a cédé la place à l'actuel régime.
Alors, peut-être que aussi, quand les gens manifestent sur un itinéraire bien donné, que le message ne soit pas entendu parce que ça devait se traduire en actes. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Guy Marius Sagna a voulu donner un signal fort au palais et parler directement au président, mais ce qu'on a fait de lui, c'est l'envoyer en prison. Parfois, on a vu également, en fait, en réponse à ces manifestations-là, la haute autorité, en l'occurrence notre très cher président, en fait, comment dire, c'est du désintérêt. Hein? Oui, la marche c'est bon, c'est pour se fortifier les muscles. Non, c'est plus sérieux que ça. Absolument. C'est que quoi de plus normal qu'il les reçoive et qu'il discute. Ou alors, il y a des ministres qui sont là, mais il faut simplement leur permettre de s'exprimer et d'échanger. S'il y a des raisons qui militent pour que effectivement de telles mesures soient prises, il faut en fait leur expliquer ça de manière compréhensible. C'est simplement ça. Il faut débattre, il ne faut pas fermer le débat. Maintenant, pour le cas de Guy, je commence d'abord au Sénégal par me féliciter justement de la place qu'occupe maintenant la société civile. Ouais, les mouvements citoyens. Oui, et c'est important. Aujourd'hui, on voit de moins en moins les partis politiques. Parce que les partis politiques, peut-être que ce sont des considérations purement politiciennes qui les motivent. Mais ceux qui sont là, en fait, c'est-à-dire les manifestations citoyennes, donc la société civile, en fait, elles sont là pourquoi ? Pour défendre strictement les intérêts donc, du peuple. Et donc là, aujourd'hui, on change de paradigme. En face donc du pouvoir, du régime qui est en place, il y a en fait la société civile. Il faudrait, et là, ils sont en train de faire mais un excellent boulot. Vous avez parlé tout à l'heure de Biram Seck. Il y a également celui-là qui est Diouf, société, sociale, je ne sais pas trop, Mignan Diouf. Oui, mais ils sont en train de faire du bon boulot. Oui. Et lorsque le ministre parlait de propositions, mais il essaie de faire. Et parfois, il interpelle en fait avec des canaux donc qui conviennent donc l'autorité pour le demander de préciser certaines choses ou alors de rendre public certaines choses. Et puis de ce point de vue, Biram Seck, mais je ne cesserai de le féliciter. Lui, c'est un homme pacifique. Lorsqu'il y a une question qui n'est pas claire dans sa tête, il adresse une correspondance. Mais messieurs les gouvernants, en fait, éclairez-nous sur tel point. Mais est-ce qu'il y a toujours en fait un retour? Parfois oui, mais parfois non. Oui. Et c'est comme ça que marche en fait une démocratie. C'est qu'il faudrait que maintenant par rapport à Guy, mais de grâce, il faudrait, mais c'est trop maintenant. Puisque les 8 autres ont été libérés. Mais non, non seulement les 8 autres en fait ont été libérés, mais attendez, mais on les traite aujourd'hui comme étant un criminel. Mais pourquoi? Et en fait, on ne lui a pas permis de manifester. Au contraire, en fait, on lui a permis d'avoir ce qu'il a toujours voulu obtenir, c'est-à-dire, en fait, la manifestation, parce que tout le monde en a parlé. Et le fait qu'il soit toujours en prison, mais ça dessert le pouvoir. Oui. Maintenant, en fait, je crois qu'il est temps, pour quelqu'un qui manifeste, on le place sous mandat de dépôt. Oui. Depuis combien de jours? Non, c'est 2 mois déjà. Non, il a fêté son anniversaire avant-hier. Et surtout dans un contexte, monsieur le ministre, de dialogue national, est-ce que ce n'est pas paradoxal de mettre quelqu'un en prison et de le maintenir toujours en prison 2 mois pour voir, parce qu'il a tout juste voulu manifester le ras-le-bol. Oui, il a tout juste manifesté le ras-le-bol. Je réaffirme mon amitié pour Guy Marius Sagna. Merci. Guy Marius Sagna est un ami. Oui. Il l'était parce que nous étions ensemble dans le mouvement du 23 juin et j'aimais bien ce qu'il faisait dans le mouvement du 23 juin. Mais à la différence de ce qu'il y a aujourd'hui, le mouvement du 23 juin était très bien encadré. Il y avait des politiques, des personnalités indépendantes, des personnalités d'organisation de la société civile. Il y avait donc ce mélange, ce cocktail, mais un cocktail très responsable. De sorte que quand quelqu'un veut déborder, c'est le mouvement qui le ramène à la raison. Cela manque aujourd'hui dans les organisations actuelles. On n'a pas besoin, pour faire entendre sa voix contre la hausse du prix de l'électricité, des coûts de l'électricité, pour les consommateurs, même si
on passe à côté du véritable sujet parce qu'on ne dit pas toute la vérité aux Sénégalaises et aux Sénégalais. On n'a pas besoin, pour avoir gain de cause, d'aller s'agripper aux grilles du palais de la République. Pourquoi ? Parce que c'est nous, Sénégalaises et Sénégalais, de manière tout à fait souveraine, qui ont fait option pour dire que nous avons un palais de la République et que le locataire, c'est nous que le désignons. C'est donc notre affaire. Aller s'agripper aux grilles de chez Binta Diallo, chez le professeur Camara, chez Abdoulaziz Diop pose moins de problèmes qu'aller s'agripper aux grilles du palais de la République. Pourquoi cela ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la modération qui existait dans nos rangs du temps du mouvement du 23 juin, de sorte que les débordements étaient contenus. Ici, les débordements ne sont plus contenus. Qu'on revienne donc à cette raison-là. Alors, quel est en définitive le problème ? C'est qu'on n'a pas un contenu, on n'a pas un contenu moral, politique, intellectuel à sa protestation. Ce contenu-là existait et était un contenu de très haut niveau. Oui. Et ça faisait qu'à l'époque, Guy Marius Sagna, qui était avec moi dans le mouvement du 23 juin, était dans les rangs. Pourquoi ? Parce que l'avant-garde du mouvement avait donné un contenu et avait érigé des garde-fous, ce qui nous a valu, en définitive, la victoire du 25 mars 2012. Oui, merci beaucoup à Abdoulaziz Diop, ministre conseiller du président de la République, membre du secrétariat exécutif du parti APR. Merci également à Iba Barry Camara, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar.